Alors, salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de où j'en suis dans ma prépa. Je suis actuellement, je pense, à 6 semaines des championnats d'Europe. Autrement dit, ça se rapproche plus. Et là, hier, du coup, j'ai terminé le bloc, donc il m'en reste seulement 2 avant de monter sur la plateforme. Donc hier, la séance, c'était donc évidemment un SBD, je pense que vous connaissez. Et j'avais un format un tout petit peu différent. On était pour le coup plus vraiment sur des ramp-up. J'avais juste une série avant de faire mon single et c'était une série quand même qui est assez énervée, on va dire, tu vois, genre on n'était pas sur des petits ramp-up 5, 6, 7 tranquilles, on était sur un bon triplé avant le single. Alors, pour le squat, juste avant de faire du coup mon single à charge imposée, j'avais un triplé à charge imposée à 155 kg. Donc si vous êtes attentif, vous avez remarqué que sur ce bloc, j'ai switch de genouillère. Je suis passée des A7 rigor mortis au SBD powerlifting et donc c'est très cool. Je me suis très vite fait à la genouillère. Je me sens franchement bien dedans. Elles sont hyper agréables à porter à l'entraînement pour le coup. Donc même si j'avais un petit peu d'appréhension de changer de paire de genouillère, moi qui aime bien avoir toujours les mêmes facteurs, etc., bah au final je suis très satisfaite et je suis contente également parce que ça passe vraiment pas trop mal. 155 est un petit peu moins bien techniquement, je veux dire, que ce que j'ai sorti sur les dernières semaines. Je perds un peu mon équilibre, etc., mais malgré ça, ça passe quand même relativement bien et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un triplé assez lourd. Je pense que le dernier gros triplé que j'avais fait, ça devait être en août, donc autrement dit c'est très cool. Qui plus est CPR, j'avoue j'ai même pas précisé, mais j'avais déjà fait un x2 à 155 et donc là bah, c'est un x3, donc ça fait plaisir. Et ensuite surtout ce qui est très cool, c'est que du coup j'avais le single à charge imposée à 162,5 qui passe pour le coup vraiment bien. Il passe un peu plus facilement que le x3. Vous connaissez, moi je suis forte en single, mais dès qu'il faut faire plus d'une rep, il n'y a plus personne. Donc en vrai je suis contente de passer 162,5 juste derrière 155 x3 qui était une grosse série avec un RP très élevé, parce que pour le coup clairement je l'ai jamais fait, ça c'est je pense évident. On est donc 162,5, on est, oula, je vais sortir la calculette pour pas dire de dinguerie, 166 moins 162,5, on est 4 kg en dessous, bah c'est pas possible, putain, même à la calculette j'y arrive pas. 166 moins 162,5, on est 3,5 kg en dessous de mon ATPR en single, sauf que là c'est fait premièrement à l'entraînement, donc je suis pas en fin de prépa, etc., et qui plus est c'est fait après un gros triplé, donc franchement je suis très contente. Évidemment je vais continuer à bosser sur le fait d'être bien niveau gestion d'équilibre, etc., parce que ça me fait un petit peu défaut sur le triplé et clairement il serait encore mieux passé si j'avais mieux géré ça. Donc évidemment on continue à bosser là-dessus, mais le fait de bosser sur des points techniques ne doit pas vous empêcher entre guillemets de forcer quand il faut, pas toutes les semaines évidemment, mais quand le coach demande, il faut pouvoir forcer quoi qu'il arrive, même si on n'est pas parfaitement techniquement, faut se donner à 100% et ne pas s'auto-saboter du fait qu'on se sent pas forcément super bien. Tant pis, c'est comme ça, on y va et let's go. Donc c'est ce qui s'est passé hier pour le squat. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais aborder un sujet. Comme vous savez, sur ces petits formats là, j'aime bien faire une partie récap SBD et une partie où on parle en fait tout simplement d'un sujet avec des petits tips, des cues, etc. Et là le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est sur les fuites urinaires. Donc c'est pas forcément le sujet qui va intéresser beaucoup d'hommes, mais ça reste intéressant et je pense que ça peut faire du bien justement à beaucoup de femmes, parce que comme vous l'avez vu, je suis sujette à ça depuis quelques semaines. Je pense que si vous suivez mes stories Instagram, etc., je pense que vous l'avez remarqué, et tout court, je suppose, j'ai pas checké, mais que sur les rushs de la vidéo ça se voit. Donc c'est la première fois que ça arrive sur mon squat. D'habitude ça pouvait arriver sur mon terre, donc je suis une réhab, etc., mais visiblement ça va pas encore en s'arrangeant pour l'instant, et donc on en discutera un petit peu plus tard. Pour le bench maintenant. Alors pour le bench, de nouveau même format, triplé charge imposée puis single charge imposée. Pour le triplé, j'avais un triplé à faire à 92,5 que malheureusement j'ai raté sur la dernière rep. À nouveau, première rep est catastrophique techniquement au niveau de la trajectoire et ça pardonne pas. 92,5 x 3, c'est une charge que j'avais fait sur le bloc précédent, donc c'est toujours un petit peu frustrant évidemment de rater une charge que tu as déjà fait, etc., mais ça fait partie du jeu. Et là où je trouve ça très cool, c'est que je vous avais parlé dans la vidéo précédente d'un de mes objectifs de bloc qui était de réussir à zoom out et entre guillemets à réussir à dédramatiser quand tu rates une série ou quelque chose. Et là pour le coup, sans même réellement y penser ou essayer de le faire, en fait directement, je vais pas dire que je m'en suis foutu, parce qu'évidemment non, tu vois, t'as toujours envie de réussir la série et la barre que tu mets, ça c'est évident, mais j'étais en mode
voilà, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux et là-dessus, entre guillemets, je peux pas m'en vouloir. Donc entre guillemets, la seule chose qui reste à faire, c'est faire les petits ajustements nécessaires, faire en sorte d'arriver un petit peu mieux. J'ai des petites gênes au niveau de l'épaule qui me font un peu chier sur ce bloc-ci. Ça peut avoir joué, peut-être pas, on le saura pas de toute façon, j'ai envie de dire, mais quoi qu'il arrive, ça me décourage pas du tout et au contraire, ça m'a donné même un petit boost pour le single en mode en fait juste let's go, tu vois, je continue, je me donne à 100%, etc. Je fais en sorte, comme sur le triplé, de faire de mon mieux et ce qui arrive, arrive. La phrase est plus stylée en anglais, mais vas-y, vous avez capté. C'était vraiment le mood, entre guillemets. Moi, je donne tout ce que je peux, je fais de mon mieux techniquement, je fais mon mieux en termes d'intention et en termes de force. Et entre guillemets, si je suis pas suffisamment en forme ce jour-là, c'est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme. Ah, j'ai mon équipe chatouille. Donc ensuite, directement après le doublé à 92,5, j'avais un single charge imposée à 95 qui pour le coup passe assez bien, qui est vraiment mieux en termes de trajectoire. Donc évidemment, directement, on sent vraiment la différence. Donc toujours, comme j'ai dit, toujours un petit peu décevant entre guillemets de rater une barre, mais c'est comme ça fait partie du process. Et surtout, c'est quelque part un petit peu une opportunité pour moi, j'ai envie de dire, de travailler sur le fait justement de mieux gérer l'échec d'une barre, là où avant, quand je ratais une barre, ça y est, c'était genre fin de ma séance, fin du monde, je passais la soirée en PLS à remettre ma vie en question, mes choix, etc. J'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai raté cette barre, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, machin, etc. Et juste c'était hyper contre-productif, que ce soit pendant la séance ou même après, j'ai envie de dire. Là où ici, pour le coup, entre guillemets, voilà, j'ai raté, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai passé un bon single, ok, tant mieux. De toute façon, on va continuer à bosser, que je réussisse ou que je réussisse pas la barre. Franchement, je suis très satisfaite à ce niveau-là et c'est quoi qu'il arrive, du coup, une belle amélioration, même si c'est pas en termes de charge pure, c'est en termes de mindset et d'approche tout simplement à l'entraînement et ça peut être que bénéfique pour la suite. Juste checker qu'il y a encore bien de la batterie. Ok, il y a 18%, donc je vais faire mon terre et peut-être que je te couperai le rush après, on verra. Oula, la magnésie partout. Pour la suite, du coup, avec le terre, j'ai pas pris le meilleur départ, en vrai, sur ce bloc avec le terre. Je pense que j'ai voulu un peu griller les étapes et j'ai pas tout à fait suivi bien mes RPE, donc j'étais un petit peu fatiguée sur le mouvement. Quoi qu'il arrive, même mindset que pour le bench, l'idée c'était vraiment de me donner à 100%, de faire de mon mieux techniquement, de faire de mon mieux en termes d'intention, en termes de volonté, etc. Et de nouveau, en fonction de ce qui arrive, ça arrive. Soit ça passe pas, peu importe. Moi, je sais que je me serais donné à 100% et que je pourrais rien regretter. Sur les barres de chauffe, ça s'est plutôt bien passé, même si je me sentais un peu fatiguée pendant la séance. Après, il y a aussi un petit contexte qui joue derrière. Juste avant la veille de ma séance, c'était journée de compétition. Donc, je coachais mes athlètes à l'Interclub 1. J'avais 4 matchs ce jour-là, donc autrement dit, je me suis levée assez tôt pour aller à la compétition. J'ai passé la journée sur place, etc. Donc, tout ça, c'est des facteurs entre guillemets que je gère pas. Enfin, si, bien sûr, je fais le choix d'aller coacher mes athlètes parce que, évidemment, je veux qu'ils fassent la meilleure compétition possible. On a bossé pendant des mois, etc. Donc leur compétition est tout aussi importante que mes séances à moi. Donc évidemment, j'y ai été. J'ai géré ce que je pouvais. Donc typiquement, j'avais préparé mes petits meal prep, mes collations, mes bouteilles d'eau, etc. pour rester bien hydratée, etc. Dès que la compétition s'est terminée, je suis rentrée chez moi, j'ai bien mangé et j'ai directement été me coucher. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais entre guillemets avec les conditions extérieures. Donc déjà, ça me mettait en confiance pour aborder la séance, même si évidemment, je savais que j'étais pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'habituellement, qu'il y avait sans doute un peu plus de fatigue. Mais à nouveau, les circonstances, elles seront jamais parfaites et tu peux pas attendre que tout soit parfait pour décider de te bouger le cul et de t'entraîner sérieusement. Donc voilà pour le terre. Donc j'étais un petit peu fatiguée en cours de séance, mais c'est pas grave, je m'hydrate bien, je mange un petit peu de glucides, etc. pour reprendre de l'énergie et puis on attaque le terre tout simplement. Donc pour le terre, j'avais un x3 à faire à 175. C'était vraiment une barre qui est assez challengeante pour moi. C'est pas un PR, je l'ai déjà passé en août, donc ça faisait très très longtemps, mais entre guillemets c'est une barre que je connaissais, que j'avais plus passé depuis qu'on avait changé la stance, etc. Et c'était quand même un gros challenge parce que comme je vous ai dit, j'étais pas au top en termes de confiance et d'approche sur le mouvement, mais de nouveau on y va et on se donne à 100%. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis hyper contente de la série parce que qui plus est, ça passe un tout petit peu plus facilement que ce à quoi je m'attendais. Pour être honnête, quand j'ai approché la barre, j'étais honnêtement pas sûre que j'allais réussir à la passer, mais j'étais en mode quoi qu'il arrive, de nouveau, genre je me donne à 100% et peu importe, tu vois. Si tu te donnes à 100%, tu peux pas regretter en fait ce qui se passe. À l'inverse, là où tu peux vraiment regretter, c'est si tu t'auto-sabotes un petit peu ou si tu pars d'un point de vue défaitiste en te disant que de toute façon tu vas pas y arriver. Là en fait tu te mets toi-même les bâtons dans les roues et tu crées toi-même ton échec tout simplement. Donc c'était vraiment pas le mood, juste simplement j'étais en mode si je suis 100% objective, peut-être ça passe, peut-être ça passera pas, mais quoi qu'il, moi je ferai de mon mieux. Et du coup c'est ce qui s'est passé et je sais pas pourquoi, je pense que je me suis mis vraiment beaucoup de pression du coup sur les warm-up en me disant, en me conditionnant justement sur le truc de je vais donner tout
tout ce que je peux, je fais de mon mieux, etc., et je mets toutes les chances de mon côté. Et quand j'ai réussi la barre, c'est comme si d'un coup toute la pression redescendait et genre je n'ai jamais eu ça. J'étais genre full émotive après ma barre. J'ai même pas pleuré quand j'ai raté 92,5 x 3, mais par contre quand j'ai réussi 175 x 3, genre j'ai fondu en larmes et vraiment longtemps, genre c'est pas juste 2-3 petites secondes, ça a duré genre 2-3 minutes. Après j'ai coupé le rush, etc., et j'ai continué à chialer, genre de joie, je sais pas, j'étais juste trop heureuse d'avoir réussi cette barre, que j'étais pas sûre de réussir et d'avoir réussi en fait à me mettre dans les conditions qui m'ont permis du coup de la réussir. Donc c'était très très cool. Et ensuite derrière j'avais potentiellement ou potentiellement pas un single à tirer à 180. Coco m'avait précisé si trop de fatigue que je devais skip le single et ne pas le faire en semaine 3. Et donc c'est la décision que j'ai prise. Voilà, ça y est, je suis une grande fille maintenant, je tire plus mes barres à l'arrache juste parce que mon ego a envie de la tirer et j'arrive à prendre un peu de recul pendant mes séances. Le triplé passe difficilement entre guillemets, enfin dans le sens où c'est un gros effort, dans le sens où je me suis beaucoup hype dessus, etc. Je vous ai dit beaucoup d'émotions, etc. Et en fait tirer 180 derrière ça avait pas vraiment d'intérêt, sachant que je sais que je suis capable de tirer cette charge là et tout simplement ça m'aurait pas apporté grand chose. Il y avait plus de risques entre guillemets que je le rate ou que je le passe RPE 10, ce qu'on essaye vraiment d'éviter sur mon terre, plutôt que ça passe RPE 8. Donc j'ai pris la décision de suivre la direction qui m'avait conseillé. Le cas échéant, le triplé était compliqué, à savoir de pas tirer de single. Donc je totalise pas un total en single, mais très franchement on s'en fout. Je m'entraîne pas pour un total à l'entraînement, je m'entraîne pour performer le jour de la compétition qui est dans 6 semaines, et je pense que pour le coup ce choix là était clairement le choix intelligent à faire au vu des conditions en fait, tout simplement. Donc aucun regret à ce niveau là, ni maintenant ni dans 2 jours, etc. On sait pas, si ça se trouve le single serait bien passé, si ça se trouve il serait pas passé, donc on ne le saura jamais, mais quoi qu'il en soit, moi je suis contente de la gestion que j'ai eue sur l'ensemble de cet entraînement. On va passer à la deuxième partie du coup de la vidéo. Oups, faut pas que je bouge mon micro. On va passer à la deuxième partie du coup de la vidéo et de notre sujet du jour qui est les fuites urinaires à l'effort. Alors, faut savoir que c'est quelque chose qui touche vraiment énormément de femmes dans les sports de force. Le chiffre est aberrant. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a 80% de chances qu'une sportive soit un jour touchée par ça dans sa carrière. C'est un truc de fou, en vrai. C'est quelque chose qui est vraiment hyper répandu chez la femme et dont j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus, mais qui est toujours pas hyper mis en avant, et surtout j'ai l'impression que ça reste quelque chose d'assez tabou. Il y a de ça 6 mois, je pense que si ça m'était arrivé entre guillemets, j'aurais peut-être pas forcément osé en parler parce que j'aurais pas été hyper à l'aise avec le sujet. Mais comme vous l'avez vu, pour l'instant, depuis quelques semaines, ça fait presque partie intégrante de mes entraînements. Et donc, entre guillemets, c'est un truc avec lequel je dois dealer. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes dans les sports de force, type haltérophilie, powerlifting, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on remarque qui est très fort lié à l'expérience de l'athlète. C'est-à-dire que au plus tu vas avancer dans ta carrière, au plus le pourcentage de chances qu'un jour tu y sois sujette augmente tout simplement. Typiquement, on remarque que chez les débutantes, il y en a beaucoup moins, et à l'inverse, chez des athlètes plus expérimentés qui font de la compétition à plutôt haut niveau, etc. En fait, crescendo, t'as de plus en plus de chances d'y être sujette à un moment. Faut savoir que c'est pas grave, c'est-à-dire que ça se soigne en fait, tout simplement. Ce qui se passe, je vais prendre mon ordi parce que je peux pas dire une dinguerie. Alors. En fait, pour dire les choses un petit peu grossièrement, ça se produit généralement quand il y a un déséquilibre entre la sangle abdominale qui est un petit peu trop puissante et à l'inverse le plancher pelvien qui lui est un petit peu plus faible. Et du coup, c'est ce qui se passe quand, typiquement, on le voit souvent sur des squats et des deadlifts, quand tu viens brace, etc. et mettre beaucoup de pression à ce niveau-là, en fait, t'appuies en quelque sorte et tu mets de la pression de plus en plus au niveau du plancher pelvien qui, s'il est un petit peu moins puissant que la pression que tu parviens à mettre, en fait, simplement, c'est à ce moment-là que t'as des fuites urinaires qui arrivent. C'est dit très grossièrement, m'attrapez pas la veste dans les commentaires, mais vous avez compris un petit peu l'idée derrière tout ça. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer comme la position du bassin. On peut aussi voir apparemment certains liens entre l'alimentation et un plancher pelvien qui fonctionne un tout petit peu moins bien, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je suis pas kiné, je suis pas spécialisée là-dedans. Moi j'ai juste envie entre guillemets un petit peu d'en parler tout simplement, parce que pour avoir échangé avec certaines athlètes féminines qui sont sujettes également, ça fait beaucoup de bien en fait, tout simplement de voir que t'es pas toute seule dans ton cas. C'est quelque chose qui est vraiment fréquent, c'est quelque chose dont tu dois pas avoir honte entre guillemets, et tu dois pas le garder pour toi comme si c'était secret, comme si c'était dramatique, tu vois. Genre c'est vraiment pas grave, c'est juste que entre guillemets c'est fréquent, ça arrive. Mais si t'es sujette à ça, je t'encourage très fortement à aller voir un médecin du sport tout simplement pour qu'il puisse premièrement te donner des conseils adaptés selon toi, et ensuite te diriger vers un professionnel de santé, à savoir généralement kinésithérapeutes, etc., qui vont t'aider justement à venir renforcer cette zone pelvienne, parce que je t'apprends rien, mais si tu es sujette, c'est évidemment
pas agréable du tout quand tu t'entraînes d'avoir des fuites urinaires à l'effort parce que tout simplement c'est inconfortable, ça peut être aussi un petit peu gênant, etc. si t'es dans une salle avec d'autres personnes, tu dois nettoyer derrière toi, etc., etc. Enfin voilà, c'est pas cool, on va pas se mytho, c'est évidemment pas cool, mais c'est pas grave non plus, c'est pas anormal, t'es pas toute seule et tout simplement c'est cool un petit peu, je pense, d'ouvrir la parole à ce sujet parce que tout simplement, comme je l'ai dit, ça touche, je sais pas comment le formuler, mais ça touche vraiment énormément de femmes dans le domaine du sport, dans le domaine des sports type haltérophilie, etc. On parle quand même de 80%. 4 femmes sur 5. C'est juste énorme comme chiffre et j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup moins que ça. Typiquement, on en voit peu sur les réseaux, on en voit peu qui en parlent, etc. Alors que c'est hyper fréquent. Et je sais que pareil, pour en avoir je touche mon micro. Pareil, pour en avoir discuté avec des athlètes féminines, en fait ça fait du bien quand tu regardes des plateaux à l'Inter ou même à Sheffield de voir que oui, en fait c'est hyper fréquent, t'es pas la seule et au plus tu montes au niveau, au plus c'est fréquent. Typiquement, comme on en a parlé, si t'es débutante, il y a beaucoup moins de chances que ça t'arrive, etc. Et au plus tu deviens forte, au plus tu prends de l'expérience et que tu parviens à monter sur des grosses intensités, au plus il y a de chances que ça arrive. Donc c'est pour ça que typiquement à la comp régionale du coin, c'est beaucoup moins fréquent que sur des plateaux de type international, style Monde, Europe, Sheffield, etc. Parce que tout simplement ça dépend de l'expérience des athlètes. Comme je vous ai dit, je suis pas professionnelle, donc c'est possible que j'ai fait des erreurs ou que j'ai essayé vraiment de faire mes recherches et de vous sortir des infos pertinentes et intéressantes, mais à nouveau n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous êtes sujette, à aller voir des kinés qui sont spécialisés là-dessus. Même sur les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus qui travaillent ce sujet-là en particulier et c'est très intéressant. Je trouve que la voie commence tout doucement à s'ouvrir, on en parle de plus en plus, etc. Et au plus on en parlera, au moins ce sera tabou. Faut vraiment voir ça comme quelque chose de normal, quelque chose qui a des chances d'arriver un jour dans ta carrière et surtout quelque chose qui se soigne et qui se travaille. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es sujette là maintenant que tu le seras pour le reste de ta carrière. Et combien même ce serait le cas, ça doit pas t'empêcher de pratiquer ton sport. T'as des alternatives entre guillemets qui peuvent te permettre de t'aider. Tu vois, typiquement, tu peux utiliser des protections menstruelles, etc. pour te permettre tout simplement de t'entraîner dans des conditions qui sont confortables pour toi et qui te permettent de tout simplement justement continuer à t'entraîner. Parce que malheureusement, on voit des femmes qui arrêtent de s'entraîner à cause de ça parce que ça devient vraiment pénible. Tout simplement, à l'entraînement, t'as pas envie d'aller te changer entre chaque barre de chauffe, t'as pas envie de devoir te changer entre tes essais en compétition, etc., etc. Donc plusieurs choses à ça, un peu de entre guillemets préventif, donc protection hygiénique, etc. pour pouvoir t'entraîner dans des conditions confortables, mais surtout avoir un protocole de réhab adapté pour te permettre à minima que ça s'arrange, que ça aille vers du positif et pas que ça s'empire, parce que si tu fais rien, il y a très peu de chances que ça se résolve tout seul et donc t'auras sans doute, ça risque sans doute d'aller de pire en pire. Donc prends ça en main. C'est pas les réhab les plus fun non plus, ça je te l'accorde, on va pas se mytho, mais c'est important. C'est ce que je suis en train de faire pour l'instant et si c'est un sujet qui vous intéresse, quand j'aurai un petit peu plus avancé dans le protocole de réhab avec ma kiné, évidemment je suis complètement ouverte à vous en parler. Idem, si vous voulez m'envoyer des messages à ce sujet-là, en discuter, etc. Je suis complètement ouverte à le faire. C'est pour ça justement que j'aborde ce sujet. C'est pour un petit peu libérer la parole là-dessus. Je suis pas la première à le faire. Il y en a plein qui commencent à en parler, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose que je le fasse également. Donc voilà un petit peu pour le sujet. Sur ce, je compte sur vous. Bienveillance dans les commentaires et quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, mes DM sont ouverts si vous voulez qu'on en discute. Merci d'avoir checké la vidéo. J'espère que ça vous a plu et dans une semaine ou 2 semaines, parce que petite dédicace, peut-être que je commence à travailler avec un monteur qui monte cette vidéo du coup. Donc si vous avez kiffé le montage, etc., n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires. Je pense que ça lui fera très plaisir. Ok, bye. Voilà, finito.